Ma propre fille m'a jeté un ultimatum au téléphone, 200 000 € demain matin, sinon je ne suis plus ta fille. J'ai répondu posément, d'accord, j'ai raccroché, réservé un billet TGV et filé vers ma villa en Provence. Le lendemain, à 18 heures précises, Juliette et son incompétent de mari ont ouvert la porte de mon appartement parisien et trouvé le vide sidéral. Rien, absolument rien, sauf une enveloppe sur la table. Quand ils l'ont déchirée, le hurlement de ma fille a résonné dans tout l'immeuble. Avant de continuer, abonnez-vous à notre nouvelle chaîne, car celle-ci va bientôt fermer. Vous trouverez un lien vers la nouvelle chaîne dans la description de cette vidéo, dans le commentaire épinglé, ou vous pouvez simplement cliquer sur le bouton « S'abonner » et sélectionner la deuxième chaîne. Papa, j'ai besoin de 200 000 €, demain. La voix de Juliette tremblait, mais pas d'émotion, de rage contenue. J'ai écarté le téléphone de mon oreille, observant mon reflet dans le miroir ancien de mon bureau parisien. 67 ans, 40 années passées comme notaire, et ma propre fille me parlait comme à un distributeur automatique défectueux. Demain, j'ai répété calmement, ajustant mes lunettes. C'est précis. Ne fais pas semblant de ne pas comprendre, Romain a des difficultés financières, des investissements qui n'ont pas fonctionné comme prévu. Investissement. Le mot était charmant. Dans ma profession, on appelle ça autrement. Spéculation hasardeuse, incompétence manifeste, bêtise coûteuse. Quels investissements exactement? Un silence. Puis la voix de mon gendre en arrière-plan, tendue. Dis-lui que c'est urgent. Les créanciers ne rigolent pas. Ah, les créanciers. Bien sûr. Juliette, ma chérie, peut-être pourrions-nous en discuter tranquillement. Je peux passer chez vous ce week-end. Il n'y a pas de week-end. Son ton avait monté d'un cran. Tu ne comprends pas? Nous avons jusqu'à demain 18 heures. Sinon... Et sinon? Sinon, je ne suis plus ta fille. La phrase est tombée comme un coup près. J'ai senti quelque chose se fissurer dans ma poitrine, mais ma voix est restée parfaitement stable. 40 ans à négocier des héritages conflictuels vous enseignent à maîtriser vos émotions. Je vois, c'est un ultimatum. Appelle ça comme tu veux. Nous avons besoin de cet argent. Tu l'as. C'est aussi simple que ça. Simple. 200 000 €. Simple. J'ai pensé à mon appartement du 7e arrondissement, 95 mètres carrés acquis il y a 30 ans, à ma villa d'Aix-en-Provence, héritée de mes parents, à ma collection de vins soigneusement constituée, à mes économies, fruits de 4 décennies de travail méticuleux. Romain a investi dans quoi exactement? Un autre silence, puis des crypto-monnaies et un projet de start-up technologique. Ça devait rapporter gros. Bien sûr, les crypto-monnaies, cette merveilleuse invention du XXIe siècle qui transforme les imbéciles ambitieux en mendiants endettés. J'aurais pu rire si la situation n'était pas aussi pathétique. Juliette. Papa, s'il te plaît. Sa voix s'est adoucie, prenant cette intonation qu'elle utilisait enfant quand elle voulait un nouveau jouet. Tu es mon père, tu ne peux pas me laisser tomber, pas maintenant. J'ai fermé les yeux. Visualisé son visage. Mes traits, les yeux de sa mère. 38 ans. Ma fille unique. L'enfant que j'avais porté sur mes épaules dans les jardins du Luxembourg, à qui j'avais appris à faire du vélo, dont j'avais financé les études de commerce à l'ESSEC. D'accord. Quoi? J'ai dit d'accord. Venez demain à 18 heures, à l'appartement. Un hoquet de surprise. Vraiment? Papa, Merci, merci. Tu ne le regretteras pas, je te le promets. C'est la dernière fois, je te jure. La dernière fois. Ces mots résonnaient étrangement familiers. À demain, Juliette. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse ajouter quoi que ce soit. Ma main ne tremblait pas. Intéressant. J'aurais pensé qu'une trahison aussi claire, aussi brutale, provoquerait une réaction physique. Mais non, juste une clarté glaciale, une lucidité parfaite. Je me suis levé, contournant mon bureau en acajou massif. Sur l'étagère, les photos encadrées racontaient une histoire différente. Juliette à 10 ans, riant aux éclats lors d'un pique-nique en Provence. Juliette diplômée, fière dans sa toge. Juliette le jour de son mariage avec Romain, radieuse dans sa robe, à 12 000 €. Que j'avais payé, évidemment. J'ai ouvert le tiroir du bas de mon bureau,
celui fermé à clé. Les documents étaient là, soigneusement classés. Relevés bancaires, actes notariés, donations antérieures. Je connaissais chaque chiffre par cœur, mais j'ai tout de même parcouru les pages. Mon téléphone a vibré. Un message de Juliette. « Tu es le meilleur papa du monde. Je t'aime. » J'ai éteint l'écran sans répondre. Dehors, Paris s'activait dans la douceur du soir de mai. Les cafés se remplissaient, les passants flânaient le long de la rue de Grenelle. Une vie normale, ordinaire. Mais dans mon bureau, au mur tapissé de livres juridiques, je venais de comprendre quelque chose d'essentiel. Ce n'était pas une demande, c'était du chantage. Et ce n'était pas la première fois. C'était simplement la plus flagrante. J'ai pris ma veste, glissé mon portefeuille dans la poche intérieure. Mon regard est tombé sur le calendrier. 14 mai 2025. Une date qui marquerait peut-être un tournant. Demain 18h, ai-je murmuré à voix haute. Puis j'ai souri. Un sourire qui n'avait rien de chaleureux. Le genre de sourire qu'arbore un notaire quand il vient de repérer une faille juridique exploitable dans un dossier complexe. J'ai composé un numéro sur mon téléphone. Réponse à la deuxième sonnerie. Gare de Lyon. Un billet pour Aix-en-Provence. TGV de 20h30. Première classe. Bien, monsieur Valland. J'ai raccroché puis j'ai appelé Joséphine, ma gouvernante et amie de longue date. Joséphine, c'est moi. Pouvez-vous préparer la villa? J'arrive ce soir. Bien sûr, monsieur Jean-Pierre. Tout va bien? Tout va très bien, mieux que jamais même. Un mensonge poli. Ou peut-être pas. Car en rangeant les documents dans ma mallette, en vérifiant que j'avais bien mes clés, mes papiers d'identité, je ressentais quelque chose d'inattendu, du soulagement. 40 ans à construire un patrimoine. 40 ans à respecter la loi, à conseiller mes clients sur l'art délicat de la transmission. 40 ans à connaître chaque subtilité du droit français des successions. Il était temps de mettre cette expertise à profit. Pour moi-même, cette fois. J'ai jeté un dernier regard à mon appartement. Les meubles anciens, les tapis persans, les tableaux choisis avec soin, tout cela représentait une vie de travail acharné. Ma vie, pas un distributeur automatique pour les caprices de ma fille et l'incompétence de mon gendre. La porte s'est refermée derrière moi avec un claquement définitif. Dans le taxi qui me conduisait à la gare, j'ai composé un autre numéro. Maître Morel, c'est Jean-Pierre Valland. J'ai besoin de vous voir. Demain matin, à Avignon si possible. C'est urgent. Pour vous toujours. De quoi s'agit-il? D'une donation-partage et de quelques autres arrangements juridiques. Un silence intrigué. Je vous écoute. Pas au téléphone. Demain. Entendu. 9h à mon cabinet. Parfait. Le TGV attendait KM. Je me suis installé dans mon siège, observant Paris défiler par la fenêtre. Quelque part dans cette ville, Juliette et Romain célébraient probablement déjà leur victoire. Champagne, peut-être. Soulagement en tout cas, ils auraient dû se méfier. Ma réponse avait été trop rapide, trop facile. Mais l'arrogance aveugle, surtout quand elle se combine avec la cupidité. Mon téléphone s'est mis à sonner. Juliette, encore, j'ai regardé l'écran vibrer, puis s'éteindre. Nouvel appel. Romain cette fois. J'ai souri en éteignant complètement l'appareil. Le train s'est ébranlé, m'emportant vers le sud, vers la Provence, vers ma villa Les Cyprès et ses volets bleus, vers mes rosiers et ma cave à vin, vers la liberté. Demain, à 18h, effectivement. Mais pas comme il l'imaginait, pas du tout. Le TGV filait à travers la nuit française. À ma gauche, un couple de touristes américains s'extasiait sur les lumières des villages traversés. À ma droite, le reflet de mon visage dans la vitre sombre, impassible, presque serein, mais mon esprit, lui, tourbillonnait. 45 000 €. C'était le prix du mariage de Juliette, il y a 3 ans. Le château de Vaux-le-Vicomte, privatisé pour la journée, 200 invités, un traiteur étoilé au Michelin. Romain m'avait pris à part, la main sur mon épaule dans un geste qui se voulait fraternel. « Belle-père, vous êtes formidable, vraiment. Juliette a de la chance d'avoir un père comme vous. Belle-père. Même pas Jean-Pierre. Juste une fonction, un titre, un portefeuille sur pattes.
Je me souvenais de sa poignée de main molle et moite, de son costume Armani mal ajusté, de son sourire qui ne montait pas jusqu'aux yeux. J'aurais dû voir les signes, mais on ne voit que ce qu'on veut bien voir, n'est-ce pas? C'est la dernière fois qu'on vous sollicite financièrement, avait juré Juliette ce soir-là, les yeux brillants de larmes de joie. Romain et moi, on va être indépendants maintenant, vous verrez. 6 mois plus tard, l'appartement, 80 000 € d'apport pour un 3 pièces dans le 11e arrondissement. Papa, on a trouvé la perle rare, mais il faut se décider vite. Le marché parisien, tu sais comment c'est? Je savais, oui. J'avais acheté mon propre appartement en 1995, à une époque où les notaires gagnaient correctement leur vie mais devaient tout de même économiser pendant des années. Mais j'avais sorti mon chéquier, parce que c'était ma fille, parce qu'elle méritait un toit décent. Parce qu'un père fait ces choses-là. C'est vraiment la dernière fois, avait-elle répété en brassant ma joue. On te remboursera, je te le promets. Je n'avais jamais revu cet argent, puis l'automobile, une BMW série 3, 35 000 €. Pour le travail de Romain, papa, il a besoin d'une image professionnelle, tu comprends, dans son secteur, le consulting en stratégie digitale. Un titre ronflant pour une activité dont je n'avais jamais vraiment compris la substance. Mais qu'est-ce qu'un vieux notaire pouvait comprendre au monde moderne des start-up et des disruptions, n'est-ce pas? La dernière fois, vraiment. Après ça, on ne te demandera plus rien. Mensonge. Le train ralentissait pour traverser Lyon. Les lumières de la ville se reflétaient sur le Rhône. Combien de fois avais-je fait ce trajet? Combien de fois avais-je espéré que cette fois serait différente? J'ai repensé à ce déjeuner, il y a 2 mois, un dimanche, chez eux. Juliette avait cuisiné un poulet rôti. Enfin, cuisiné. Le plat venait clairement d'un traiteur, mais elle avait fait semblant. Comme elle faisait semblant de beaucoup de choses. Romain avait parlé de ses projets. Les crypto-monnaies. C'est l'avenir, Jean-Pierre. Si vous saviez les rendements possibles, je préfère les placements traditionnels, avais-je répondu poliment. Il avait ri, ce rire condescendant que les trentenaires arrogants réservent aux vieux qu'ils jugent dépassés. C'est pour ça que notre génération prend des risques. Quelqu'un doit faire avancer le monde. Faire avancer le monde. En pariant sur des jetons numériques volatiles et des projets technologiques fumeux. J'aurais dû protester, argumenter, mais j'avais simplement hoché la tête, savourant mon verre de Châteauneuf-du-Pape en silence. Après tout, ce n'était pas mon argent qu'il gaspillait, pas encore. Le contrôleur est passé vérifier les billets. « Bonsoir, monsieur. Tout va bien ?»« Très bien, merci. »« Ah, vous descendez à Aix ?»« Oui. »« Belle soirée pour rentrer chez soi. » Rentrer chez soi. L'expression était juste. Ma villa Les Cyprès, nichée dans les collines, au nord d'Aix-en-Provence, c'était vraiment chez moi. Pas l'appartement parisien, aussi élégant soit-il. La Provence, c'était mes racines. L'accent chantant de Joséphine, l'odeur des pins et du romarin, le chant des cigales en été. Ma mère m'avait légué cette villa. Prends-en soin, Jean-Pierre. C'est notre patrimoine familial, ne la vends jamais. Je ne l'avais jamais vendue, mais j'avais failli. Il y a 1 an, quand Juliette avait mentionné en passant qu'une petite aide pour rénover leur appartement serait bienvenue. 50 000 € avait-elle estimé. J'avais commencé à consulter des agents immobiliers. Puis, je m'étais arrêté. Quelque chose en moi avait refusé. Ma dernière ligne rouge, peut-être. Le paysage changeait. Les lumières se raréfiaient. Nous approchions du sud. Mon téléphone éteint pesait dans ma poche comme un reproche silencieux. Combien d'appels manquaient à cette heure? 10? 20? Je les imaginais. Juliette, d'abord inquiète, puis irritée. Papa ne répond pas, c'est bizarre. Romain, pragmatique. Il a dit oui, non? Il sera là demain, pas de panique. Mais paniquait-il? Ou comptait-il simplement les heures jusqu'à leur salut financier? Une pensée m'a traversé l'esprit, brutale, douloureuse. Quand avait-il cessé de me voir comme un père, un être humain, et commencé à me voir comme une ressource? À quel moment précis s'était opérée cette transformation? Le mariage, peut-être. Quand Romain était entré dans nos vies avec ses grands sourires et ses grandes promesses, ou peut-être avant.
Peut-être avais-je été trop généreux, trop tôt. Peut-être avais-je créé ce monstre moi-même, en enseignant à ma fille que papa disait toujours oui. Le train est entré en gare d'Avignon. 22h15. Un taxi m'attendait. Le chauffeur, un homme d'une soixantaine d'années à l'accent provençal prononcé, a souri en me reconnaissant. « Monsieur Valland, ça fait un moment. Comment allez-vous ?»« Bien, Claude. Très bien. Direction Les Cyprès ?»« Oui. Nous avons roulé dans la nuit tiède de mai. » L'air sentait la lavande et le thym sauvage. Par la fenêtre ouverte, j'entendais le chant des grenouilles dans les rigoles d'irrigation. « Tout va bien à Paris ?» a demandé Claude. « Paris est Paris. » Il a ri. « C'est pour ça que je n'y suis jamais allé. Trop de bruit, trop de monde. Ici, au moins, on respire. » On respirait, oui. J'ai inspiré profondément, sentant la tension dans mes épaules se relâcher légèrement. La villa est apparue au détour d'un virage. Les volets bleus, le crépi ocre, les cyprès séculaires qui lui donnaient son nom. Les lumières étaient allumées au rez-de-chaussée. Joséphine m'attendait. « Monsieur Jean-Pierre !» Elle est sortie sur le perron s'essuyant les mains sur son tablier. « Vous avez mangé ? J'ai préparé une soupe au pistou et... » Joséphine. Je l'ai interrompue gentiment. « Asseyez-vous. Il faut que je vous parle. » Nous nous sommes installés dans la cuisine, cette pièce où tant de souvenirs s'étaient cristallisés. Elle m'a servi la soupe en silence, me lançant des regards inquiets. « Il s'est passé quelque chose avec Juliette ?»« Oui. Elle va bien ?»« Physiquement, oui. Moralement. » J'ai eu un sourire sans joie. C'est une autre question. Je lui ai tout raconté. L'appel, l'ultimatum, les 200 000 euros. Sa surprise s'est transformée en indignation, puis en tristesse. Comment peut-elle, après tout ce que vous avez fait pour elle? C'est justement le problème, Joséphine, j'ai trop fait. Et maintenant, elle pense que c'est normal, que c'est son droit. Qu'allez-vous faire? J'ai posé ma cuillère. Les voir demain à 18h, comme promis. Vous allez leur donner l'argent? Non? Alors? Ieda, je vais leur donner quelque chose de bien plus précieux, une leçon. Elle m'a regardé longuement. Vous avez un plan. Ce n'était pas une question. 40 ans comme notaire, Joséphine. 40 ans à étudier le droit des successions, les donations, les réserves héréditaires. Il serait dommage de ne pas mettre cette expertise à profit. Monsieur Jean-Pierre, ils auront ce que la loi leur garantit, leur réserve héréditaire, pas un centime de plus. Mais le reste va prendre un chemin différent. J'ai sorti mon téléphone, toujours éteint. Demain matin, 9h, rendez-vous avec Maître Morel à Avignon. À midi, tous les documents seront prêts. À 18h. À 18h? À 18h, ils trouveront un appartement vide et un constat d'huissier. Le silence s'est installé. Dehors, un hibou ululaït. Le vent faisait bruisser les feuilles des cyprès. « Vous êtes sûr ?» a murmuré Joséphine. « Absolument. » Elle a hoché la tête lentement. « Alors je vous aide. Qu'avez-vous besoin que je fasse? Demain soir, à Paris, il faudra quelqu'un à l'appartement, pour constater, un témoin neutre. Je prendrai le train du matin. Joséphine, ne discutez pas. Vous m'avez sauvé quand mon mari est mort, quand je ne savais pas comment je paierais ses dettes. Vous m'avez donné un travail, une maison, une dignité. Si vous avez besoin de moi, je suis là. » Mes yeux me piquaient légèrement, allergie au pollen, sans doute. « Merci. Ne me remerciez pas. Allez dormir. Demain sera une longue journée. » Dans ma chambre, celle avec vue sur les collines, j'ai ouvert ma mallette. Les documents étaient là. Acte de propriété, relevé bancaire, historique des donations antérieures. Chaque euro donné, chaque promesse non tenue, chaque dernière fois qui n'en était pas une. J'ai allumé mon ordinateur et commencé à taper. Un email à mon avocat à Paris. Un autre à mon banquier. Un troisième à un expert comptable de confiance. Les pièces du puzzle se mettaient en place. À minuit, tout était prêt. Les grandes lignes, du moins. Maître Morel peaufinerait les détails juridiques demain matin. Je me suis allongé, les mains croisées sous la tête, regardant le plafond. Quelque part à Paris, Juliette dormait probablement paisiblement, rêvant à ce qu'elle ferait avec 200 000 euros.
Rembourser les créanciers, bien sûr, mais aussi, peut-être, s'offrir quelques petits plaisirs, un voyage, de nouveaux meubles, un sac de créateur. Avec mon argent, toujours avec mon argent. Plus maintenant. J'ai fermé les yeux. Pour la première fois depuis des années, peut-être depuis la mort de ma femme, je me sentais libre. Demain, à 18 heures, il comprendrait. Il comprendrait que la générosité n'est pas une faiblesse, que la gentillesse a ses limites, que même l'amour paternel ne peut pas tout justifier. Surtout, il comprendrait que 40 ans dans le notariat, ce n'est pas juste un métier, c'est une arme, légale, certes, mais redoutablement efficace. Le hibou a ululé à nouveau. Quelque part dans la nuit provençale, la justice prenait forme, froide, méthodique, irréversible, exactement comme il se doit. Le lendemain matin, 15 mai 2025, 8h47. J'étais assis dans la salle d'attente de maître Jacques Morel, notaire à Avignon, depuis 32 ans. Son étude occupait un hôtel particulier du XVIIIe siècle, place de l'Horloge, mur en pierre de taille, plafond à la française, parquet ciré qui craquait sous les pas. Le genre d'endroit qui respire la respectabilité et l'immuabilité du droit français. Monsieur Valland, maître Morel vous attend. Sa secrétaire, une femme d'une 50aine d'années au chignon impeccable, m'a guidé jusqu'au bureau. Jacques s'est levé pour m'accueillir, main tendue, sourire professionnel. Jean-Pierre, quel plaisir de vous revoir. Bien que les circonstances semblent délicates. Délicates, c'est le mot. Nous nous sommes assis de part et d'autre de son bureau en merisier. J'ai sorti ma mallette, étalé les documents méthodiquement. Acte de propriété. Historique bancaire. Récapitulatif des donations précédentes. Jacques a chaussé ses lunettes, parcourant les papiers avec cette attention minutieuse qui caractérise notre profession. Un sourcil s'est levé, puis l'autre. 45 000 € pour un mariage, 80 000 pour un apport immobilier, 35 000 pour une automobile. Il a relevé la tête. Sans compter les dépenses courantes que vous mentionnez ici, des virements mensuels de 2 500 € pour les aider à s'installer, oui, depuis 3 ans, soit 90 000 € supplémentaires. Il a posé les papiers. Jean-Pierre, vous avez donné à votre fille et son mari près de 250 000 € en 3 ans. Entendre le chiffre prononcé à voix haute m'a fait un effet étrange, comme un coup de poing dans l'estomac. Je l'avais calculé, évidemment, mais l'arithmétique froide de Jacques lui donnait une réalité brutale. Et maintenant, ils en veulent 200 000 de plus. Pour des dettes de jeu, si je comprends bien, crypto-monnaie et start-up fantaisiste? Exactement. Jacques a retiré ses lunettes, les nettoyant avec un mouchoir en tissu. Geste familier, réflexe de concentration. Je l'avais vu faire ça 100 fois, lors de dossiers complexes. Que voulez-vous faire? Tout ce qui est légalement possible pour protéger mon patrimoine. La réserve héréditaire? Je sais, j'ai hoché la tête. En tant que fille unique, Juliette a droit à la moitié de ma succession. C'est la loi. Je ne cherche pas à contourner la loi, Jacques. Je cherche à l'utiliser. Un sourire a effleuré ses lèvres. Continuez. Ma quotité disponible représente l'autre moitié. Celle-là, je peux en disposer comme bon me semble. Donation-partage. Legs à des tiers. Fondation caritative. Vous voulez transmettre votre quotité disponible avant votre décès. Précisément. Jacques s'est calé dans son fauteuil, joignant les doigts sous son menton. C'est parfaitement légal. Une donation-partage permet de figer la valeur des biens transmis au jour de la donation. Vos héritiers ne pourront pas contester ultérieurement. Et pour l'appartement parisien, plusieurs options. Il a ouvert un tiroir, sorti un bloc de papier vélin. Vous pourriez créer une SCI, Société Civile Immobilière. Vous gardez l'usufruit, le droit d'usage viager, mais la nue propriété, la propriété elle-même, est transférée à qui vous voulez. Joséphine Bertrand et la Fondation Patrimoine de Provence. Il a noté. Parts égales? 50-50. Votre fille héritera de l'usufruit à votre décès. Mais pour vendre l'appartement, elle devra obtenir l'accord des nus propriétaires. Accord qui, j'imagine,
ne sera pas donné facilement. Vous imaginez bien. Jacques a continué à écrire, sa plume grattant le papier. Testament authentique pour formaliser vos dernières volontés. Clause restrictive sur la réserve héréditaire. Interdiction de vente pendant 15 ans, sans accord unanime des autres bénéficiaires. Possible? Tout à fait. La loi permet d'assortir un legs de charges et conditions tant qu'elles ne sont pas contraires à l'ordre public. Nous avons travaillé pendant 2 heures, chaque clause, chaque virgule scrutée, pesée, ajustée. À 11 heures, le squelette de mon plan était complet, juridiquement bétonné, inattaquable. Il me faut quelques heures pour rédiger les actes définitifs, a dit Jacques. Disons 15 heures, vous pourrez signer et je ferai enregistrer immédiatement. Parfait. Il m'a raccompagné à la porte, la main sur mon épaule. Jean-Pierre, je sais que ce n'est pas facile, mais vous faites ce qu'il faut. Un père doit protéger son patrimoine, surtout face à l'ingratitude. Dehors, le soleil d'Avignon tapait fort. J'ai marché jusqu'à un café de la place, commandé un expresso. Mon téléphone était toujours éteint. Il me démangeait de le rallumer, de vérifier les messages. Combien d'appels? Combien de messages paniqués? Non, pas encore. À 15 heures précises, j'étais de retour chez Maître Morel. Les documents étaient prêts, imprimés sur papier filigrané, tamponnés du sceau de l'étude. J'ai lu chaque page, lentement, méthodiquement. Donation-partage au profit de la Fondation Patrimoine de Provence et de Joséphine Bertrand. Montant, la moitié exacte de mon patrimoine net, soit environ 487 000 € en valeur immobilière et liquidité. Création de la SCI Valent Patrimoine, attribution de l'usufruit viager à Jean-Pierre Valent. Nue propriété répartie entre la Fondation, 50%, et Joséphine Bertrand, 50%. Testament authentique. Réserve héréditaire de Juliette Valent-Dubois plafonnée au minimum légal, assortie de conditions strictes. J'ai signé. Paraphé chaque page. Ma main était parfaitement stable. C'est enregistré, a confirmé Jacques, après quelques minutes, sur son ordinateur. Opposable à tous. Irrévocable. Merci, Jacques. Bonne chance. Vous allez en avoir besoin. Dans le taxi qui me ramenait à la villa, j'ai enfin rallumé mon téléphone. Il a vibré pendant 30 secondes d'affilée. Notification en cascade, 47 appels manqués, 23 messages vocaux, 31 SMS. Juliette, papa, tu ne réponds pas, tout va bien? Juliette, papa, on s'inquiète, rappelle-nous. Juliette, papa, c'est pour ce soir, on vient à 18 h comme prévu, ok? Romain, Jean-Pierre, on compte sur vous, les créanciers ne rigolent pas. Juliette, papa, je t'aime, à ce soir, bisous. J'ai fermé les messages sans répondre. Il était 16h30. Dans 90 minutes, il serait à mon appartement parisien. Joséphine était déjà en route. Son train arrivait à 17h45. Tout était en place. J'ai contemplé les collines provençales par la fenêtre du taxi. Les vignobles s'étendaient à perte de vue, rangées géométriques sous le soleil. Ma région. Mon refuge. Mon territoire. Ils voulaient 200 000 €, ils auraient quelque chose de bien plus mémorable. Une leçon de droit français. Et un avant-goût de ce que signifie vraiment le mot « héritage ». À la villa, je me suis servi un verre de rosé frais. Mon téléphone a sonné. Joséphine. « Monsieur Jean-Pierre, je suis arrivé à Paris, j'ai les clés. Vous êtes sûr de vouloir ?»« Absolument sûr. Faites exactement comme prévu. »« Très bien, à tout à l'heure. » J'ai bu une gorgée, savourant la fraîcheur du vin. 17h45. Juliette et Romain devaient être en route, peut-être dans un taxi, discutant de ce qu'ils feraient de l'argent. Soulagé, victorieux. Mon téléphone a vibré. Un message de Joséphine. Tout est prêt. 17h58. Je me suis installé sur la terrasse, face au cyprès. Un merle chantait dans l'olivier. Le ciel commençait à prendre ses teintes dorées du soir provençal. 18h. À Paris, à cet instant précis, ma fille poussait la porte de mon appartement et découvrait que parfois, d'accord, ne signifie pas ce qu'on croit. Le téléphone a sonné à 18h07. Je l'ai laissé vibrer sur la table de jardin, observant l'écran s'illuminer. Juliette mobile.
7 minutes. Il leur avait fallu 7 minutes pour réaliser. 18h09, nouvel appel. Romain mobile. 18h11, Juliette mobile. Je sirotais mon rosé tranquillement. Le maire le chantait toujours. Quelque part dans les collines, un tracteur ronronnait. La Provence indifférente, éternelle. 18h15. Mon téléphone a affiché un message vocal. Puis 2, puis 3. À 18h20, j'ai décroché. « Papa !» La voix de Juliette était hystérique. « Où es-tu? Qu'est-ce qui se passe? L'appartement est vide, il n'y a plus rien. Juste une vieille bonne qui dit qu'elle attend quelqu'un et... » Cette vieille bonne, comme tu dis si élégamment, s'appelle Joséphine. Elle a 70 ans et mérite le respect. Un silence choqué. Tu es au courant? Au courant de quoi, ma chérie? De l'appartement. Tous tes meubles ont disparu. Et il y a une enveloppe sur la table avec... Sa voix s'est brisée. J'ai entendu Romain en arrière-plan. Laisse-moi lui parler. Jean-Pierre, c'est quoi ce cirque? Monsieur Dubois, toujours aussi courtois, à ce que je vois. Ne jouez pas au plus malin avec moi. Vous aviez dit... J'avais dit d'accord, et j'ai respecté ma parole. Vous étiez attendu à 18h. Vous êtes là, n'est-ce pas? Mais l'argent? L'argent? J'ai pris une gorgée de vin. Quel argent? Les 200 000 euros? Ah, ça? J'ai marqué une pause, savourant le moment. J'ai bien réfléchi. Ma réponse est non. Le silence au bout du fil était presque palpable. Puis l'explosion. Quoi? Romain hurlait maintenant. Vous ne pouvez pas. On a des créanciers. Ils vont nous... me faire peur avec des créanciers? Moi? J'ai ri. Monsieur Dubois, j'ai passé 40 ans à gérer des successions conflictuelles. Vos petits problèmes de crypto-monnaie ne m'impressionnent guère. Papa, Juliette avait repris le téléphone. Je ne comprends pas. Cette enveloppe? Qu'est-ce que c'est? Ouvre-la, lis-la, prends ton temps. J'ai entendu le froissement du papier, le silence, puis un hoquet. C'est une donation-partage, datée d'hier? Du 15 mai 2025, exactement, enregistré chez Maître Jacques Morel, notaire à Avignon, à 15h23 précise. Parfaitement légal, opposable, irrévocable. Tu as donné la moitié de ton patrimoine à une fondation et à ta gouvernante? Ma quotité disponible? Oui. La moitié de mes biens dont je peux disposer librement. L'autre moitié te revient de droit. C'est la réserve héréditaire. La loi française protège les enfants, vois-tu? Mais tu devras attendre mon décès pour en hériter. Et j'ai l'intention de vivre encore très longtemps. La voix de Romain en arrière-plan. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit... Yeah. Juliette sanglotait maintenant. Il dit qu'on n'aura rien, que tout est donné. Pas tout, ai-je corrigé avec douceur. Ta réserve héréditaire t'appartient, 50% de ce que je possédais au 15 mai 2025. Mais le reste, ma quotité disponible, est partie ailleurs. C'est illégal. Romain avait arraché le téléphone. On va attaquer ça en justice. Je vous en prie. Maître Régine Lefebvre, mon avocate à Paris, sera ravie de vous expliquer le droit des successions. Son cabinet est rue du Faubourg Saint-Honoré. Je peux vous donner ses coordonnées. Vous, attention aux menaces, monsieur Dubois. Les menaces téléphoniques sont punies par le Code pénal. Article 222-17. 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, je connais bien ces chiffres. J'ai raccroché. Le silence de la Provence m'a enveloppé, doux, apaisant. Le maire l'avait arrêté de chanter, mais les cigales prenaient le relais, leur chant strident accompagnant la fin du jour. Mon téléphone a recommencé à vibrer. Appel, message, appel, message. Je l'ai éteint. Le lendemain matin, à 9h, j'ai rallumé mon téléphone. 73 appels manqués. 41 messages vocaux. Des dizaines de SMS, d'emails. J'en ai écouté quelques-uns. Juliette, 22h47. Papa, s'il te plaît, rappelle-moi. On peut discuter. Romain, 23h15. Écoutez, Jean-Pierre, on est allé un peu vite. On peut trouver un arrangement? Juliette, 2h34. Papa,
Je t'en supplie, Romain a des gens qui, ils sont sérieux. S'ils ne paient pas, Romain 7h12, c'est pas possible, il doit y avoir une solution, rappelez-moi. J'ai supprimé tous les messages sans répondre. À 10h, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu, j'ai décroché. Monsieur Valland, maître Henri Girard, avocat au barreau de Paris. Je représente Madame Juliette Valland-Dubois et Monsieur Romain Dubois. Ah, ils avaient trouvé un avocat. Rapide. Je vous écoute, maître. Ah, mon client et ma cliente souhaitent contester la donation-partage effectuée le 15 mai. Ils estiment qu'elle a été réalisée dans le but de les léser. La donation est parfaitement légale. Peut-être. Mais le dol, la fraude aux droits du réservataire? Maître Girard, j'ai coupé court. Je vous suggère de consulter attentivement les articles 913 et suivants du Code civil sur la réserve héréditaire. Puis les articles 1075 et suivants sur la donation-partage. Vous constaterez que j'ai scrupuleusement respecté la loi. Ma fille recevra sa réserve, ni plus, ni moins. Mais l'intention est de disposer librement de ma quotité disponible, comme la loi m'y autorise. Si vous trouvez un juge qui considère cela comme illégal, je serai le premier surpris. Bonne journée, maître. J'ai raccroché. Joséphine est arrivée de Paris le soir même. Elle s'est installée dans un fauteuil de la terrasse, acceptant le verre de rosé que je lui tendais. Vous auriez dû voir leur visage, monsieur Jean-Pierre. Elle secouait la tête. Quand ils ont compris, la jeune fille m'est devenue blanche. Lui, rouge, puis blanc à son tour. Ils ont lu les documents? Oui. Le jeune homme a dit que vous étiez fou, que ça ne tenait pas juridiquement, qu'ils allaient attaquer. Elle a bu une gorgée. J'ai répondu que vous étiez notaire depuis 40 ans et que si quelqu'un connaissait la loi, c'était bien vous. Et alors? Le silence. Puis la jeune fille a fondu en larmes. Elle répétait « Comment il a pu me faire ça? Je suis sa fille. Elle est ma fille. » J'ai contemplé mon verre. Raison de plus pour qu'elle apprenne certaines valeurs. Monsieur Jean-Pierre, vous ne regrettez pas? Regretter? J'ai levé les yeux vers elle. J'ai passé 3 ans à être un distributeur automatique. 3 ans à entendre la dernière fois, qui n'en était jamais une. 3 ans à regarder ma fille devenir quelqu'un que je ne reconnaissais plus. Non, Joséphine, je ne regrette rien. Elle a hoché la tête. Ils vont se battre. Qu'ils essaient. Les jours suivants ont été étrangement paisibles. Je jardinais, taillais mes rosiers, lisais sur la terrasse. Le téléphone sonnait encore, mais de moins en moins souvent. Puis, une semaine après la découverte, j'ai reçu un email de maître Henri Girard. Monsieur Valland, après examen approfondi du dossier, je dois informer mes clients que la donation-partage est juridiquement solide. Aucun recours n'est possible. Je leur ai conseillé de chercher une solution amiable avec vous. J'ai souri. Un avocat honnête. Rare, mais pas impossible. J'ai répondu « Maître, il n'y a rien à négocier. Les actes sont signés, enregistrés, opposables. Votre cliente recevra sa réserve héréditaire le moment venu. D'ici là, je vous suggère de l'encourager à trouver d'autres solutions à ses problèmes financiers. » Le soir même, Juliette a tenté un dernier appel. Je l'ai pris. « Papa !» Sa voix était cassée, fatiguée. « S'il te plaît, on peut se voir? Discuter? » « De quoi veux-tu discuter? »« De nous, de la famille. Tu ne peux pas, on ne peut pas juste. » « Juste quoi, Juliette? Continuer comme avant? Toi qui prends, moi qui donne. Ce n'est pas. Si, c'est exactement ça. Depuis 3 ans. Depuis ton mariage. Peut-être même avant. Silence. J'ai fait une erreur, ai-je continué. J'ai été trop généreux, trop vite. Je t'ai appris que papa était une ressource inépuisable. C'était faux. Et maintenant, tu dois apprendre à vivre avec les conséquences de tes choix. Mais Romain, les créanciers, ne sont pas mon problème. Ce sont les problèmes de Romain, et donc les tiens. Tu as choisi cet homme. Tu as cautionné ses investissements ridicules. Tu as participé à ce chantage. À toi d'en assumer les conséquences. Tu es cruel. Non, je suis juste. Il y a une différence.
Je suis ta fille. Justement, tu es ma fille. Et c'est pour ça que je fais ça. Pour que tu apprennes, avant qu'il soit trop tard. J'ai raccroché doucement, pas de colère, juste de la tristesse, et une clarté absolue sur ce qui devait être fait. Sur la table, les documents de Maître Morel, la donation-partage, la création de la SCI, le testament authentique. Chaque page était une pierre de l'édifice, chaque clause, un garde-fou contre la cupidité. Ils auraient leur réserve héréditaire, c'était la loi. Mais le reste, mes biens, mon patrimoine, mon travail de toute une vie, prendrait un autre chemin, vers ceux qui m'avaient respecté, vers ceux qui m'avaient soutenu, vers une fondation qui préserverait le patrimoine provençal, pas vers des joueurs de crypto-monnaies et des chasseurs d'héritage. Le soleil se couchait sur les collines. Les cyprès projetaient leurs ombres longues sur la terrasse. J'ai levé mon verre vers le ciel rougeoyant. À la justice, ai-je murmuré. Pas à la vengeance, à la justice. Et quelque part dans mon cœur, sous la douleur et la déception, je sentais naître quelque chose de nouveau. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, la paix. Juin 2025, un mois s'était écoulé depuis le jour où ma fille avait découvert que papa n'était pas un distributeur automatique. Un mois de silence radio de leur côté. Un mois de paix absolue de mon côté. Je taillais mes rosiers ce matin-là quand Joséphine est sortie sur la terrasse, une lettre recommandée à la main. Monsieur Jean-Pierre, c'est arrivé ce matin. L'expéditeur, cabinet Leroux et Associés, Paris. Avocat, spécialisé en droit bancaire. Curieux. J'ai ouvert l'enveloppe, dépliant le papier à en-tête. Mise en demeure. Romain Dubois devait 187 340 € à 3 créanciers différents. Échéance finale, 30 juin. Sans quoi, poursuite judiciaire. Saisie, procédure de recouvrement. J'ai replié la lettre calmement. « Des nouvelles » a demandé Joséphine. « Des créanciers de Romain qui m'écrivent. Ils pensent sans doute que je vais payer. Et vous allez... » Rien du tout, ce n'est pas mon problème. J'ai archivé la lettre dans un dossier que j'avais créé spécialement. Dossier Juliette Romain. Correspondance 2025. Organisation, méthode, toujours. Le téléphone a sonné. Numéro masqué. J'ai décroché par curiosité. Monsieur Valland, Philippe Mercier, expert en solutions financières. Un intermédiaire, un négociateur. Romain devenait créatif. Je vous écoute. J'ai été contacté par monsieur Dubois concernant une situation délicate. Il semble que vous soyez en possession d'un patrimoine conséquent et que mon gendre voudrait que je paie ses dettes. C'est ça ? Un silence gêné. Disons que nous cherchons une solution amiable. Monsieur Mercier, je vais être très clair. Les dettes de monsieur Dubois sont les siennes. Exclusivement. Je n'ai aucune obligation légale, morale ou familiale d'y contribuer. Mais il est marié à votre fille. Raison de plus pour qu'il apprenne à assumer ses responsabilités. Bonne journée. J'ai raccroché. Ce même après-midi, un courrier est arrivé de la banque de Romain. Crédit Provence. Demande de prêt refusée. Motif, garanties insuffisantes. Il avait tenté d'utiliser sa future part d'héritage comme collatérale. J'ai souri. La banque avait fait ses devoirs. Un rapide contrôle au registre des donations, et voilà. La réserve héréditaire de Juliette existait, certes, mais elle était tellement encadrée, conditionnée, grevée de clauses, qu'elle ne valait plus grand-chose sur le marché. Mais ce n'était pas fini. Il me manquait encore une pièce essentielle du puzzle. Le lendemain, j'ai appelé Maître Morel. « Jacques, Jean-Pierre, j'ai besoin d'un rendez-vous, pour un testament authentique. » Je croyais que c'était déjà fait. L'acte de donation, oui, mais je veux formaliser mes dernières volontés, en détail, avec toutes les clauses possibles. Ah, un silence. Vous voulez vraiment verrouiller les choses? Complètement. Très bien, demain, 14 heures. Le lendemain, je me suis retrouvé dans le bureau feutré de l'étude notariale. Jacques avait préparé un projet. Testament authentique.
rédigé avec cette précision chirurgicale qui caractérise notre profession. Article 1. La réserve héréditaire de Juliette Valland-Dubois est fixée au minimum légal. Continuez. Article 2. Ladite réserve est grevée des charges suivantes: interdiction de vente, donation ou hypothèque des biens immobiliers pendant 15 années à compter du décès du testateur, sauf accord unanime écrit des autres bénéficiaires. 15 ans. Le temps qu'il faudrait pour que Juliette apprenne. Ou non. Article 3. En cas de non-respect de ces conditions, les biens font retour automatiquement à la Fondation Patrimoine de Provence. Jacques a relevé la tête. C'est très restrictif, Jean-Pierre. C'est légal? Oui, mais... Alors faisons-le. Nous avons passé 2 heures à peaufiner chaque clause. Chaque virgule comptait. Chaque mot était un rempart. À 16h30, j'ai signé. Jacques a apposé son sceau. Le bruit familier du tampon sur le papier. Définitif. C'est enregistré, a-t-il confirmé. Opposable. Irrévocable. Parfait. En rentrant à la villa, j'ai trouvé 3 messages vocaux sur mon téléphone. Juliette, 11h23. Papa, il faut qu'on parle. Les créanciers sont de plus en plus pressants. Romain et... Il est au bout du rouleau. Romain, 13h47. Jean-Pierre, soyez raisonnable. On peut trouver un arrangement. Je peux vous signer des reconnaissances de dette, des échéanciers. Juliette, 15h12. Papa, j'ai découvert quelque chose. L'appartement, notre appartement à Paris. Il est dans une SCI maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, ils avaient enfin consulté le registre du commerce et des sociétés. J'ai rappelé. Autant en finir. Juliette. Papa! Sa voix était un mélange d'espoir et de panique. L'appartement, on vient de recevoir un courrier de la SCI Valland Patrimoine. C'est quoi cette société? Une société civile immobilière. J'ai créé cette structure pour gérer l'appartement parisien. Mais ça change quoi pour nous? Pour toi, tout. L'appartement ne t'appartient plus en pleine propriété. Il est divisé entre l'usufruit et la nue propriété. Un silence. Je ne comprends pas. L'usufruit m'appartient, à vie. C'est le droit d'habiter, de louer, de profiter du bien. La nue propriété, c'est juste la propriété sur le papier. Elle est répartie entre la Fondation Patrimoine de Provence et Joséphine. Donc après ma mort, tu hériteras de mon usufruit, qui fusionnera avec la nue propriété. Mais pour vendre, il te faudra l'accord unanime de tous les nus propriétaires. Sa respiration s'est accélérée. Mais c'est impossible, on ne pourra jamais vendre. Précisément. Papa, c'est de la folie. Non, c'est du droit français. Article 578 et suivant du Code civil. Parfaitement légal. J'ai entendu Romain hurler en arrière-plan. Quoi? Il a fait quoi? Je dois y aller, Juliette. Bonne soirée. Papa, attends, on peut... J'ai raccroché. Ce soir-là, sur ma terrasse, j'ai ouvert une bouteille de Châteauneuf-du-Pape 2015. Un grand cru. L'occasion le méritait. Les pièces étaient en place. La donation partage, signée, enregistrée. La SCI, créée, opérationnelle. Le testament authentique, rédigé, opposable. Il découvrait maintenant l'étendue de ce que j'avais fait. Pas seulement donner la moitié de mon patrimoine, mais aussi verrouiller l'autre moitié, celle qui leur revenait de droit, de façon à la rendre pratiquement inutilisable. Rien d'illégal. Tout était dans les règles, mais les faits étaient dévastateurs. J'ai levé mon verre vers le ciel provençal qui rougeoyait. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Romain. Vous êtes un monstre. J'ai souri. Non. J'étais juste un notaire qui connaissait son métier. Les jours suivants ont été d'un calme trompeur. Comme l'accalmie avant l'orage. Je savais qu'ils allaient réagir. La question était « Comment ?» La réponse est arrivée le 18 juin, par courrier recommandé, mise en demeure. Cabinet Arnaud et partenaires, avocat spécialisé en droit de la famille et des successions. Le courrier était long, verbeux, menaçant. Action manifestement abusive, volonté de nuire caractérisée, atteinte aux droits légitimes de notre cliente.
Exigeons l'annulation immédiate. J'ai lu jusqu'au bout. Puis, j'ai appelé maître Régine Lefebvre, mon avocate parisienne. Régine, j'ai reçu une mise en demeure plutôt colorée. Envoyez-moi ça. Je regarde et je vous rappelle. 2 heures plus tard, elle me rappelait. J'entendais dans sa voix ce mélange d'amusement et d'admiration professionnelle. Jean-Pierre, c'est du grand art. Juridiquement, ils n'ont aucune prise, mais ils sont furieux. Que propose-t-il? Annulation de la donation-partage, dissolution de la SCI, révision du testament. Elle a ri. Autant demander la lune. Répondez-leur que tout est parfaitement légal et que s'ils souhaitent contester, libre à eux d'aller en justice. Avec plaisir. Le 25 juin, nouveau développement. Un huissier s'est présenté à la villa. Monsieur Jean-Pierre Valland? C'est moi. Assignation en justice. Il m'a tendu l'enveloppe. Tribunal de grande instance de Paris, audience fixée au 15 septembre. J'ai signé l'accusé de réception. Juliette et Romain m'assignaient pour abus de droit, captation d'héritage, manœuvre frauduleuse. Le catalogue complet. J'ai appelé Régine. Ils attaquent, audience en septembre. Je m'en occupe. Ne vous inquiétez pas. Leur dossier est vide. On va les pulvériser. Ce soir-là, j'ai reçu un appel. Numéro inconnu. J'ai décroché. Ah, monsieur Valland? Une voix masculine. Grave, posée, inconnue. Oui? Georges Dubois, le père de Romain. Ah, le grand patron, l'industriel. J'avais entendu parler de lui. Empire dans la métallurgie. Usines en Provence et Rhône-Alpes. Fortune estimée à plusieurs dizaines de millions. Monsieur Dubois, que puis-je pour vous? J'aimerais vous rencontrer, pour discuter de cette situation avec nos enfants. Je ne vois pas ce qu'il y a à discuter. Monsieur Valland, sa voix s'est durcie légèrement. Je suis un homme d'affaires, je règle les problèmes. Mon fils a des difficultés financières, vous avez les moyens de l'aider. Il me semble qu'un arrangement est possible. Un arrangement? Je suis prêt à être généreux en échange de votre coopération. J'ai souri. Il pensait pouvoir m'acheter. Monsieur Dubois, je suis un notaire à la retraite. Ma fortune est modeste comparée à la vôtre, mais elle est à moi, et je n'ai aucune intention de financer l'incompétence de votre fils. Faites attention à vos mots. Oh, je fais très attention, c'est d'ailleurs pour ça que tous mes actes sont juridiquement irréprochables. Un silence glacial. Vous faites une erreur. Non, votre fils en a fait une, en s'endettant stupidement, en tentant de me faire chanter. Et vous en faites une autre en pensant que l'argent résout tout. Nous nous reverrons. J'en doute, mais si vous insistez, faites-le par l'intermédiaire de vos avocats. Bonne soirée. J'ai raccroché, les mains légèrement tremblantes. Georges Dubois n'était pas quelqu'un à prendre à la légère. Mais moi non plus. Le 28 juin, 3 jours avant l'échéance finale des créanciers de Romain, j'étais sur ma terrasse quand Joséphine est venue m'informer. « Monsieur Jean-Pierre, votre fille est ici. » « Ici? À la villa? » « Oui, elle demande à vous voir. » Mon cœur s'est serré. Juliette, ma fille, dans ma maison, après plus d'un mois de silence. Faites-la entrer. Elle est apparue sur la terrasse, pâle, amaigrie, les yeux cernés. Une ombre de la femme radieuse que j'avais connue. Papa, Juliette, nous nous sommes regardés, un gouffre entre nous. Je peux m'asseoir? Bien sûr. Elle s'est installée dans le fauteuil en face de moi. Ses mains tremblaient légèrement. Papa, je suis venu te supplier. Juliette, non, laisse-moi finir, s'il te plaît. Ses yeux brillaient de larmes. Les créanciers vont tout saisir. L'appartement, la voiture, Romain risque la prison. La prison? Il a fait des chèques sans provision, pour gagner du temps. C'est un délit. Je suis resté silencieux. Papa, je sais qu'on a mal agi, je le reconnais, mais là, c'est la catastrophe. On va tout perdre. Moi aussi. Je suis marié à Romain. Ses dettes sont les miennes. Tu aurais dû y penser avant. Je sais. Elle pleurait maintenant. Je sais, papa, mais s'il te plaît, juste de quoi éviter le pire. 50 000 euros, pour calmer les créanciers les plus pressants. Je te rembourserai. Je te le jure. J'ai regardé ma fille, mon unique enfant, brisée, suppliante,
Une partie de moi voulait céder, prendre mon chéquier, régler le problème. Mais l'autre partie, celle qui avait passé un mois à construire ce plan méticuleux, savait que céder maintenant serait tout perdre. Non, le mot est tombé comme un coup près. Papa, Juliette, écoute-moi bien. Ma voix était douce, mais ferme. Si je te donne cet argent maintenant, qu'est-ce qui changera? Rien. Dans 6 mois, 1 an, ce sera la même chose. Une nouvelle crise, une nouvelle demande. Non, je te jure. Tu as juré la dernière fois aussi, et la fois d'avant. La dernière fois, papa. Combien de fois ai-je entendu ça? Elle sanglotait. Tu es ma fille, je t'aime, mais je ne peux plus être ta bouée de sauvetage. Tu dois apprendre à nager seule. Mais comment? On n'a rien. Vous avez vos mains, votre jeunesse, votre intelligence. Romain peut travailler, toi aussi. Travailler? Elle a presque ri, un rire amer. Pour gagner quoi? 2 000 € par mois, avec 187 000 € de dette? Alors, Romain assumera les conséquences de ses actes. Faillite personnelle, liquidation judiciaire. C'est prévu par la loi française pour les situations comme celle-ci. Tu es sans cœur. J'ai senti la flèche atteindre sa cible, mais je n'ai pas bronché. Non, j'ai un cœur. C'est pour ça que je fais ça. Pour te sauver de toi-même, avant qu'il soit trop tard. Elle s'est levée brusquement. Je ne te pardonnerai jamais. Peut-être, mais tu comprendras. Un jour. Elle est partie sans se retourner. J'ai entendu sa voiture démarrer, les gravillons crisser sous les pneus. Joséphine est venue s'asseoir près de moi. C'était dur? Très. Vous avez fait ce qu'il fallait. Je l'espère, Joséphine. Je l'espère vraiment. Le 30 juin. Dernier jour avant l'échéance. Mon téléphone a sonné. Romain. Jean-Pierre. Dernière chance. 150 000 €. C'est tout ce que je demande. Je vous signe ce que vous voulez. Non. Vous. Sa voix tremblait de rage. Vous allez le regretter. Mon père a des relations, des gens influents. Vous ne savez pas à qui vous vous attaquez. Article 222-17 du Code pénal, monsieur Dubois. Les menaces, je vous l'ai déjà dit. C'est pas une menace, c'est une promesse. Dans ce cas, je vais porter plainte. Faites donc. Il a raccroché brutalement. J'ai immédiatement appelé la gendarmerie d'Aix-en-Provence. Déposé une plainte pour menace. Référence 30 juin 2025-APF-1847. Le lendemain, 1er juillet, les créanciers de Romain ont lancé les procédures. Saisie, huissier, assignation. J'ai appris par Régine que l'appartement du 11e arrondissement allait être saisi. La BMW aussi. Le compte bancaire bloqué. Romain Dubois allait déposer le bilan. Faillite personnelle. Et moi? Je me suis servi un verre de rosé sur ma terrasse provençale. Les cyprès projetaient leurs ombres. Les cigales chantaient. Le ciel était d'un bleu parfait. Quelque part, ma fille pleurait. Quelque part, mon gendre s'effondrait. Et moi, je ressentais quelque chose d'étrange. Pas de la joie, pas de la satisfaction, juste de la paix. La paix de savoir que j'avais fait ce qu'il fallait, même si c'était douloureux, même si c'était dur. La justice, pas la vengeance, juste la justice. Le 5 juillet, j'ai reçu un appel de maître Jacques Morel. Jean-Pierre, j'ai une demande inhabituelle. Georges Dubois souhaite vous rencontrer, ici dans mon étude. Georges Dubois, le père de Romain? Lui-même. Il insiste pour une réunion formelle. Demain, 15 heures. Il vient avec son avocat. J'ai réfléchi quelques secondes. Pourquoi votre étude? Terrain neutre, j'imagine. Et puis, Jacques a marqué une pause. Il veut impressionner. Mon étude a une certaine réputation. Qu'en pensez-vous? Que ça pourrait être intéressant. Georges Dubois n'est pas n'importe qui, mais vous non plus. J'ai souri. Alors acceptons. 15 heures demain. Le lendemain, je me suis habillé avec soin. Costume gris anthracite, chemise blanche, cravate bordeaux. Élégance discrète, mais assurée. Si Georges Dubois voulait jouer à celui qui impressionne, autant montrer qu'on peut jouer à deux. L'étude de Jacques, place de l'Horloge, à Avignon. Bâtiment du XVIIIe siècle, pierre blonde, portes massives en chêne.
J'étais en avance. 15 minutes. Suffisant pour boire un café avec Jacques dans son bureau. Il arrive avec Maître Arnaud Berthelot, m'a informé Jacques. Avocat d'affaires, très réputé, très cher. Vous le connaissez? De réputation, il gagne beaucoup. Pas toujours pour les bonnes raisons. Parfait. À 15 heures précises, la secrétaire a annoncé « Monsieur Dubois et Maître Berthelot sont arrivés ». Jacques s'est levé. Prêt? Depuis le début. Nous sommes descendus à la salle de réunion. Grande table en noyer, bibliothèque murale remplie de codes juridiques, fenêtres donnant sur la place. Décor parfait pour une confrontation civilisée. Georges Dubois est entré. 65 ans environ, cheveux gris acier parfaitement coiffés, costume 3 pièces italien, montre Patek Philippe au poignet. L'assurance tranquille de ceux qui ont l'habitude de gagner. À ses côtés, son avocat. La quarantaine, costume impeccable, attaché case en cuir. Monsieur Valland. Georges m'a tendu la main. Poignet ferme, regard direct. Merci d'avoir accepté cette rencontre. Monsieur Dubois. Nous nous sommes assis de part et d'autre de la table. Jacques à ma droite, Maître Berthelot à la droite de Dubois. Comme une partie d'échecs. Allons droit au but, a commencé Georges. Nos enfants ont des difficultés. Mon fils a fait des erreurs d'investissement. Votre fille en subit les conséquences. En tant que père, nous avons une responsabilité. Continuez. Je propose un arrangement simple. Je règle les dettes de Romain. 187 000 euros. En échange, vous annulez cette donation-partage. Vous rétablissez Juliette dans ses droits normaux de succession. Intéressant? Je suis un homme pragmatique, monsieur Valland. Je paie les dettes de mon fils. Vous rendez son héritage à votre fille. Tout le monde est gagnant. J'ai croisé les mains sur la table. Et pourquoi ferais-je ça? Son sourire s'est figé légèrement. Pardon? Pourquoi annulerais-je une donation parfaitement légale en échange de quoi? Du fait que vous payez les dettes que votre fils a contractées par pure bêtise. Maître Berthelot s'est penché en avant. Monsieur Valland, soyons raisonnables. Je suis très raisonnable, maître. C'est d'ailleurs pour ça que tous mes actes ont été rédigés par un notaire et enregistrés légalement. Georges a levé la main, stoppant son avocat. Vous êtes dur en affaires. Je respecte ça. Disons 250 000 euros. Je paie les dettes, je vous verse 63 000 euros en compensation. Vous voulez m'acheter. Je propose une solution équitable. Non, vous proposez de me payer pour que j'annule des actes qui protègent mon patrimoine. Le ton de Georges s'est durci. Monsieur Valland, vous ne comprenez pas. Je suis habitué à trouver des solutions. J'ai des relations, des moyens, des avocats qui... Qui quoi? J'ai coupé calmement. Qui vont contester une donation-partage enregistrée devant notaire? Qui vont prouver que j'étais incapable alors que j'ai un certificat médical attestant de ma pleine capacité? Bonne chance. Un silence s'est installé. Lourd. Vous ne savez pas à qui vous parlez, a murmuré Georges. Si, à Georges Dubois, industriel. Fortune estimée à 40 millions d'euros, usines en Provence, réputation variable. Ses yeux se sont plissés. Variable? J'ai fait mes recherches, monsieur Dubois, comme tout bon notaire. Jacques s'est raclé la gorge. Messieurs, peut-être pourrions-nous... Non, Jacques. Je me suis tourné vers lui. Monsieur Dubois devrait savoir quelque chose. Quelque chose d'intéressant sur notre ami commun. Ami commun? Georges a froncé les sourcils. Philippe Morel. Vous vous souvenez de Philippe Morel? Le visage de Georges a changé, imperceptiblement. Mais j'ai vu, le léger tressaillement, la pâleur soudaine. Je ne vois pas... Philippe Morel, votre associé dans l'affaire des Fonderies Réunies, en 2003. Vous vous souvenez maintenant? Georges s'est raidi. Cette histoire est ancienne et réglée. Réglée? J'ai souri. Philippe a perdu son entreprise, sa réputation, une bonne partie de sa fortune. Tout ça parce que vous aviez, comment dire, réorganisé certains contrats à votre avantage. C'était légal. Légal, peut-être. Éthique, c'est une autre question. Jacques s'est levé soudainement. Messieurs, permettez-moi de clarifier quelque chose. Il s'est tourné vers Georges. Monsieur Dubois,
Je ne crois pas que vous m'ayez vraiment regardé quand vous êtes entré. Je suis Jacques Morel, fils de Philippe Morel. » Le silence qui a suivi était presque palpable. Georges est devenu livide. « Vous êtes le fils de l'homme que vous avez ruiné, oui. » Jacques avait ce calme professionnel des notaires, mais ses yeux brillaient. « Mon père est mort il y a 5 ans, criblé de dettes, rongé par la honte. Mais avant de mourir, il m'a tout raconté. » Jacques, j'ai posé ma main sur son bras. « Non, Jean-Pierre, il doit savoir. » Jacques a ouvert un dossier. « Monsieur Dubois, j'ai ici tous les documents de l'affaire de 2003, les contrats originaux, les modifications, les transferts de fonds, tout. » Georges s'est levé brusquement. « C'est du chantage. » »« Non, c'est de l'information. » Ma voix était calme, glaciale. « Information que Maître Morel conserve, pour mémoire. » « Vous ne pouvez pas. En Provence, monsieur Dubois, tout se sait. » J'ai croisé les bras. « Vous avez une réputation à défendre, des contrats en cours, des partenaires qui vous font confiance. Que se passerait-il si certaines informations circulaient ?» Son avocat s'est penché vers lui, chuchotant furieusement. Georges l'a repoussé. « C'est vous qui m'avez demandé cette réunion ?» ai-je continué. « Vous pensiez pouvoir me faire plier avec de l'argent. Vous avez oublié que je suis notaire, que je connais les secrets, que je garde les dossiers. Qu'est-ce que vous voulez ? Rien. Je veux que vous laissiez votre fils assumer ses erreurs, comme mon père m'a appris à assumer les miennes. » Georges tremblait de rage. « Vous allez détruire ma réputation ? Non, vous l'avez fait vous-même il y a 20 ans. Je me contente de conserver les preuves. » Il a attrapé son attaché-case. « Cette conversation est terminée. » En effet, je me suis levé. « Une dernière chose, monsieur Dubois. Dites à votre fils que la justice française protège les créanciers honnêtes et qu'elle punit les fils à papa qui pensent pouvoir tout acheter. » Georges est parti en claquant la porte. Son avocat l'a suivi, décomposé. Jacques s'est rassis lentement. « Je n'aurais peut-être pas dû... » »« Si, vous avez très bien fait. Il va se venger. » »« Qu'il essaie. » J'ai souri. « Tout se sait en Provence, Jacques. Tout se sait. » Les jours suivants ont été électriques. Georges Dubois n'était pas homme à encaisser une humiliation sans réagir. Le 8 juillet, Régine m'a appelé. « Jean-Pierre, il contre-attaque, et fort. Expliquez-moi. » Assignation en référé. Demande d'expertise psychiatrique. Ils veulent prouver que vous étiez sous influence lors de la signature de la donation. Influence de qui ? De Jacques Morel. Ils prétendent qu'il vous a manipulé pour se venger de Georges Dubois. J'ai ri. C'est créatif. Ça ne marchera pas. Je sais, mais ça va prendre du temps. Audience le 20 juillet. Il faut se préparer. Régine, j'ai un certificat médical, daté du 14 mai. La veille de la signature, pleine capacité, signé par le docteur Arnaud Mercier, mon médecin depuis 30 ans. Un silence admiratif. Vous aviez anticipé ça aussi ? J'ai anticipé tout. Le 12 juillet, nouvelle attaque. Une lettre anonyme envoyée à la Fondation Patrimoine de Provence, accusant Jacques Morel de conflit d'intérêts, suggérant que la donation était frauduleuse. J'ai appelé la présidente de la Fondation, Madame Sylvie Renard. « Monsieur Valland, nous avons reçu un courrier troublant. Je sais, c'est une tentative de déstabilisation. Nous devons vérifier, vous comprenez. Notre réputation, bien sûr, vérifier. Vous trouverez que tout est parfaitement en ordre. » Elle a vérifié. 3 jours d'audit. Résultat. Donation légale, notaire irréprochable, aucun conflit d'intérêts. Mais pendant ces 3 jours, j'ai mal dormi. Pour la première fois, j'ai douté. Et si Georges trouvait une faille, une erreur que j'aurais commise ? Le 18 juillet, 2 jours avant l'audience, Joséphine m'a trouvé sur la terrasse à 4 heures du matin. « Monsieur Jean-Pierre, vous ne dormez pas ?» Je réfléchis. « Vous inquiétez pas. Un peu. Georges Dubois n'est pas romain. Il est intelligent, dangereux. Mais vous êtes préparé. Je l'espère. » Le 20 juillet. Tribunal de grande instance de Paris. Salle d'audience B. Je portais mon costume bleu marine. Jacques m'accompagnait. Régine aussi. En face, l'arsenal complet. Georges Dubois, Romain et Juliette, Maître Berthelot, 2 autres avocats, une experte psychiatre, le juge, Madame Françoise Dumont,
est entré. La cinquantaine, regard perçant, réputation de rigueur absolue. Messieurs, dames, affaire Dubois contre Valland. Demande d'expertise psychiatrique. Maître Berthelot, vous avez la parole. L'avocat s'est levé. Costume impeccable, voix assurée. Madame la juge, nous demandons une expertise pour établir si Monsieur Valland était en pleine possession de ses facultés lors de la signature de l'acte du 15 mai 2025. Plusieurs éléments troublants. Il a parlé pendant 20 minutes, évoquant mon âge, 67 ans. Mon isolement, en Provence, l'influence de Jacques Morel, les décisions irrationnelles concernant ma fille unique. J'écoutais, impassible. Mais mon cœur battait fort. Puis Régine s'est levée. Madame la juge, cette demande est irrecevable. Elle a sorti un document. Certificat médical du docteur Arnaud Mercier, daté du 14 mai 2025. Examen complet. Conclusion. Monsieur Valland est en pleine possession de ses moyens intellectuels. Aucun signe de démence, confusion ou influence extérieure. Maître Berthelot a pâli. Ce certificat, quand a-t-il été obtenu? La veille de la signature. Régine souriait. Monsieur Valland est méthodique. C'est arrangé. Attention, maître. La voix de la juge était sèche. Accusez-vous un médecin respecté de faux certificats? Non, mais... Alors votre demande d'expertise n'a aucun fondement. Le certificat est récent, complet, signé par un praticien de confiance. Demande rejetée. Le coup de marteau a résonné. Finale. Georges Dubois est sorti comme une furie. Dans le couloir, il m'a attrapé par le bras. Vous pensez avoir gagné? Je me suis dégagé calmement. Monsieur Dubois, touchez-moi encore et c'est une plainte pour agression. Je vais vous détruire. Non. Vous allez rentrer chez vous et expliquer à votre fils qu'en France, on ne peut pas acheter la justice. Mon fils, votre fils est un incompétent, vous le savez, moi je le sais. La différence, c'est que je refuse de financer son incompétence. Vous devriez en faire autant. Il a serré les poings. Vous ne savez pas ce que j'ai fait pour protéger Romain. Si, vous l'avez transformé en enfant gâté qui pense que papa résout tout, comme j'ai transformé Juliette. La différence, c'est que moi, j'ai arrêté. Il m'a regardé longuement, puis il est parti sans un mot. Le soir même, Romain m'a appelé, voix brisée. « Vous êtes content? Mon père refuse de m'aider, à cause de vous. » »« Non, à cause de toi. Je vais tout perdre. Alors tu vas apprendre, comme des millions de Français avant toi. Je vous hais. Tu as le droit, mais tu vas survivre. C'est ça, grandir. » J'ai raccroché. Le 25 juillet, Romain Dubois a déposé son dossier de surendettement à la Banque de France. Procédure légale, encadrée. Il allait payer ses dettes sur plusieurs années. Avec un salaire normal, un appartement normal, une vie normale. Juliette m'a envoyé un SMS. « J'espère que tu es fier de toi. » J'ai répondu. « Fier, non, en paix, oui. » Août est passé dans un calme trompeur. Je jardinais, lisais, recevais des nouvelles par Régine. L'assignation de septembre a été retirée. M'a-t-elle annoncé fin août. Leur avocat a conseillé d'abandonner. Pas de fondement juridique. C'est fini? Presque. Il reste l'audience au civil pour les frais de procédure. Mais oui, c'est presque fini. Septembre. Les vignes changèrent de couleur. Les vendanges approchaient. Ma vie reprenait son rythme. Un matin, Joséphine m'a apporté le courrier. Une enveloppe. Écriture de Juliette. J'ai hésité. Puis ouvert. Papa, je ne sais pas comment commencer cette lettre. Pardon semble tellement insuffisant. Romain et moi sommes séparés. Il vit chez un ami. Moi, j'ai trouvé un studio dans le 13e, 28 mètres carrés. C'est petit, mais c'est à moi. J'ai un travail, assistante dans une galerie d'art, 1800 € par mois. Avant, j'aurais ri. Maintenant, c'est ma dignité. Je ne te demande rien. Je voulais juste que tu saches. Juliette. J'ai relu la lettre 3 fois. Puis j'ai souri. Elle commençait à comprendre. Pas encore totalement. Mais elle commençait. Et c'était déjà ça. Septembre s'est écoulé dans un silence lourd. Juliette ne m'a plus contacté après cette première lettre. Romain non plus.
Même Georges Dubois semblait avoir disparu dans la nature. Mais je savais que ce n'était qu'une accalmie. La vraie tempête restait à venir. Le 15 septembre, Régine m'a appelé. « Jean-Pierre, les huissiers ont procédé à la saisie de l'appartement du 11e. Juliette et Romain ont jusqu'au 30 septembre pour libérer les lieux. Ils le savent ? L'acte a été remis en main propre ce matin. Mon téléphone a sonné 5 minutes plus tard. Juliette, voix brisée, hystérique. « Papa, ils veulent nous mettre dehors. On a 2 semaines. 2 semaines pour trouver quelque chose. » C'est la procédure normale, Juliette. Les créanciers ont le droit. Tu pourrais faire quelque chose. Non. Papa, s'il te plaît, on n'a nulle part où aller. Tu as trouvé un studio, tu me l'as écrit toi-même. Mais Romain n'est plus mon problème. Il n'a jamais été mon problème. Tu es un monstre. Non, je suis juste. Il y a une différence. Elle a raccroché. Le 18 septembre, j'ai reçu une visite inattendue. Georges Dubois. À ma villa, sans prévenir. Joséphine l'a fait entrer dans le salon. Il avait vieilli depuis notre dernière rencontre. Les traits tirés, les épaules légèrement voûtées, l'arrogance avait laissé place à quelque chose de plus humain. Monsieur Valland. Monsieur Dubois, vous êtes loin de chez vous. Je voulais vous parler, pair à pair. Je vous écoute. Il s'est assis lourdement. Mon fils va tout perdre, son appartement, sa réputation, sa femme probablement. C'est exact. Vous pourriez... Non. Je n'ai même pas fini ma phrase. Je sais ce que vous allez dire. Et la réponse est non. Il a serré les poings. Vous êtes impitoyable. Je suis cohérent. Vous m'avez menacé. Vous avez tenté de me faire passer pour sénile. Vous avez essayé d'acheter la justice. Et maintenant, vous voulez que je sauve votre fils ? Il est jeune, il a fait des erreurs. J'ai une fille qui a fait les mêmes erreurs. Je ne l'ai pas sauvée non plus. Georges m'a regardé longuement. Vous savez ce que j'ai découvert en vérifiant vos antécédents ? Non, mais vous allez me le dire. Vous avez été un notaire exemplaire, 40 ans de carrière, 0 plainte, 0 litige, 0 irrégularité. Il a eu un sourire amer. Vous êtes ce que j'aurais dû être. Monsieur Dubois. Non, laissez-moi finir. Il s'est levé. J'ai ruiné Philippe Morel il y a 20 ans. Par cupidité, par arrogance. J'ai transformé mon fils en version pire de moi-même. Et maintenant, je regarde tout s'effondrer. Alors arrêtez. Arrêtez quoi ? De le sauver. Laissez-le tomber. Vraiment. Complètement. Pour qu'il apprenne. Georges est parti sans un mot de plus. Mais dans ses yeux, j'avais vu quelque chose. De la compréhension. Peut-être même du respect. Le 25 septembre, Régine m'a envoyé un email. Jugement définitif rendu. Déboutés de toutes leurs demandes, condamnés aux dépens, montant total des frais de justice, 23 480 €, à payer par Romain Dubois et Juliette Valland-Dubois. J'ai relu 3 fois. Condamnés aux dépens. Ils devaient maintenant payer pour avoir tenté de m'attaquer en justice. L'ironie était parfaite. Le 28 septembre, 2 jours avant l'expulsion, Juliette est venue à la villa, seule, sans Romain. Elle portait un jean délavé, un pull trop grand. Ses cheveux étaient attachés n'importe comment. Aucun maquillage. Elle ressemblait à la fille que j'avais connue il y a 20 ans, avant l'argent, avant Romain, avant tout. Papa. Juliette. Nous nous sommes assis sur la terrasse. Silence. Je viens te demander pardon. Continue. Pour tout, l'ultimatum, les demandes d'argent, les menaces, le procès, tout. Elle pleurait maintenant. J'ai été horrible. Romain a été horrible. On méritait tout ce qui nous arrive. Oui. Je ne te demande pas de nous aider. Je sais que c'est fini. Elle a sorti une enveloppe de son sac. Mais je voulais que tu vois ça. J'ai ouvert. Acte de divorce. Demande déposée le 20 septembre. Juliette Valland contre Romain Dubois. Motif, désaccord profond. Tu divorces ? Oui, j'aurais dû le faire il y a 3 ans, mais j'étais aveugle. Et maintenant ? Maintenant, j'ai un studio de 28 mètres carrés, un travail qui paie 1 800 €, des dettes de 11 740 € de frais de justice. Elle a eu un sourire triste. Mais j'ai ma dignité, pour la première fois depuis longtemps. Je l'ai regardée. Ma fille,
brisée mais debout, vaincue mais vivante. Tu ne me demandes rien? Si, une seule chose. Ses yeux brillaient. Est-ce qu'un jour, tu pourras me pardonner? J'ai respiré profondément. Peut-être, mais pas aujourd'hui. Je comprends. Dans un an, si tu es toujours debout, si tu as gardé ton travail, si tu as payé tes dettes, si tu as prouvé que tu as changé, alors on reparlera. Elle a hoché la tête. Un an? Un an. Elle est partie. Cette fois, elle s'est retournée avant de monter dans sa voiture. Un petit geste de la main. Timide, fragile. J'ai répondu, tout aussi timide. Le 30 septembre, l'huissier a procédé à l'expulsion. Romain a quitté l'appartement sans résistance. Il est allé vivre chez son père. Georges l'a accueilli, mais sans argent, sans aide, juste un toit. La roue avait tourné. Octobre 2025. Les vendanges étaient terminées. L'automne provençal déployait ses couleurs chaudes sur les collines. Ma terrasse baignait dans la lumière dorée de fin d'après-midi. J'étais assis dans mon fauteuil préféré, un verre de Châteauneuf-du-Pape 2015 à la main. Mon vin préféré, mon moment préféré de la journée, ma vie, enfin tranquille. Joséphine est sortie de la maison, une enveloppe à la main. Monsieur Jean-Pierre, encore du courrier. De qui? De mademoiselle Juliette. Mon cœur a fait un bond. Un mois exactement depuis notre dernière conversation. J'ai ouvert l'enveloppe. Papa, un mois. Comme promis, je ne t'ai pas contacté, mais je voulais te donner des nouvelles. Je travaille toujours à la galerie. Mon patron, monsieur Arnaud, m'a même augmenté. 200 € maintenant. Je sais, ce n'est pas grand-chose, mais c'est le fruit de mon travail. J'ai payé 2000 € de mes dettes. Il en reste 9740. Je paie 200 € par mois. Dans 4 ans, je serai libre. Le divorce avec Romain est en cours. Il sera prononcé en décembre. Mon studio est petit, mais je l'ai décoré moi-même, avec des choses du marché aux puces, des plantes que j'ai achetées avec mon premier salaire. C'est modeste, mais c'est chez moi, vraiment chez moi. Je ne te demande toujours rien, juste, est-ce que je pourrais venir te voir? Pas maintenant, quand tu seras prêt. Si tu es prêt un jour. Ta fille qui t'aime, Juliette PS. J'ai commencé à économiser, 50 € par mois, pour te rembourser. Tous les cadeaux, tout l'argent. Ça prendra des années, je sais, mais je le ferai. J'ai lu et relu la lettre. Puis j'ai pris mon stylo et une feuille de papier. Juliette, dimanche 2 novembre, 13 h, à la villa. Viens déjeuner, seul, sans argent, juste toi, papa. J'ai glissé la lettre dans une enveloppe et l'ai tendue à Joséphine. Postez ça demain. Elle a souri. C'est une bonne chose, monsieur Jean-Pierre. On verra. Le 2 novembre, j'avais préparé son plat préféré. Daube provençale, recette de sa grand-mère, celle que je lui faisais quand elle était petite. À 13 h précises, j'ai entendu une voiture sur le gravier. Juliette est descendue. Elle portait une robe simple, des chaussures plates, aucun bijou, juste elle. Papa, Juliette. Nous nous sommes embrassés, maladroitement, mais sincèrement. Le déjeuner s'est déroulé dans un mélange de silence et de conversations hésitantes. Elle m'a raconté son travail, ses collègues, son petit studio, sa vie nouvelle. Elle ne m'a pas demandé d'argent, pas une seule fois. Elle ne s'est pas plainte, pas une seule fois. Elle a juste été ma fille, simplement, honnêtement. Au dessert, elle a posé sa fourchette. Papa, je voulais te dire quelque chose. Je t'écoute. J'ai compris. Pourquoi tu as fait tout ça? Ah oui? Tu ne voulais pas me punir. Tu voulais me sauver. Ses yeux brillaient. De moi-même, de Romain, de la facilité. Continue. Pendant des années, j'ai cru que l'argent était la solution, que papa paierait toujours, que je méritais tout sans rien faire. Elle a souri tristement. Tu m'as montré que j'avais tort, brutalement, douloureusement, mais tu me l'as montré. Et maintenant? Maintenant, je sais que 2000 € gagnés valent plus que 200 000 € donnés. Que 28 mètres carrés payés avec mon travail valent plus que 95 mètres carrés payés par toi. J'ai senti quelque chose se desserrer dans ma poitrine, une tension que je portais depuis mai. Je suis fier de toi. Elle a fondu en larmes. Vraiment? Vraiment. Nous avons fini le déjeuner, puis marché dans le jardin, comme avant, comme quand elle était petite et me suivait entre les rosiers. Papa, et pour l'héritage?
Tu auras ta réserve héréditaire, comme la loi le prévoit. Mais si dans un an tu es toujours debout, si tu as gardé ton travail et payé tes dettes, si tu as prouvé que le changement est réel, alors on reparlera. De tout. De tout? De tout. Elle est partie en fin d'après-midi. Cette fois, elle m'a embrassé longuement. Merci, papa. Pour la leçon. De rien, pour la compréhension. Sa voiture a disparu au bout de l'allée. Je suis retourné sur ma terrasse. Joséphine m'a rejoint. C'était bien? Oui, très bien. Elle a changé. Elle a grandi. Enfin. Le soir tombait sur la Provence. Les cyprès projetaient leurs ombres longues. Les cigales s'étaient tues, remplacées par le chant des grillons. J'ai ouvert mon carnet, celui où je notais tout depuis le début. Les dates, les montants, les événements. 15 mai 2025, donation-partage signé. 16 mai 2025, confrontation avec Juliette et Romain. 20 juillet 2025, victoire au tribunal. 25 juillet 2025, surendettement de Romain. 30 septembre 2025, expulsion. 2 novembre 2025, réconciliation avec Juliette. J'ai tracé une ligne, puis, écrit en dessous, mission accomplie. Pas de vengeance, de la justice, pas de destruction, de l'éducation, pas de haine, de l'amour dur. Quelques semaines plus tard, j'ai appris par Jacques que Romain travaillait maintenant. Comptable dans une PME, 2 300 € par mois. Un appartement en colocation, une vie normale. Georges Dubois avait refusé de payer ses dettes. « Débrouille-toi », lui avait-il dit, la leçon qu'il aurait dû donner 20 ans plus tôt. Quant à moi, je jardinais, je lisais, je profitais de ma villa, de ma collection de vins, de ma tranquillité. J'avais 67 ans, un patrimoine protégé, une fille qui réapprenait à vivre, une conscience en paix. Certains diraient que j'ai été trop dur, trop froid, trop calculateur. Ces gens-là n'ont jamais dû choisir entre sauver quelqu'un et le détruire par gentillesse. J'ai choisi de sauver ma fille, en lui retirant tout, pour qu'elle apprenne à tout construire. La loi française m'a donné les outils, la réserve héréditaire, la quotité disponible, l'usufruit et la nue propriété, les donations partage, les testaments authentiques. Je les ai utilisés, légalement, méthodiquement, implacablement. Et aujourd'hui, assis sur ma terrasse provençale, un verre de vin à la main, le soleil d'automne réchauffant mon visage, je peux dire une chose avec certitude. Je ne regrette rien. La justice, pas la vengeance. Toujours la justice. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à notre nouvelle chaîne et écoutez plusieurs histoires qui s'y trouvent. Vous trouverez le lien vers celle-ci dans la collaboration ou la description de cette vidéo, ou encore dans les commentaires. Abonnez-vous pour ne pas nous perdre de vue, car cette chaîne cessera bientôt d'exister.